Mesdames et messieurs, je suis ravie d'ouvrir cette finale pour la seconde année consécutive. Donc, bienvenue à la grande finale de championnat de France de débat parlementaire. Mais avant de vous parler d'exemplarité, de règlement ou encore de vous présenter notre jury, eh bien, il me semble qu'il nous manque les principaux acteurs de cette finale. Et oui, comme cette année ne ressemble absolument à aucune autre année de la fédération, on a décidé de tout miser sur le spectacle. Spectacle, ils sont là. Karl, si tu regardes, tu devrais être fier de moi. Alors, vous les attendez? Question rhétorique, évidemment, parce que personne n'est venu pour les beaux yeux de la Fédé, et franchement, vous avez tort. Alors, mesdames et messieurs, laissez-nous vous présenter les orateurs et oratrices qui ont sué sang et eau pour se hisser au sommet, qui ont parfois dû apprendre le règlement entier, par cœur, pour vérifier s'il n'y avait pas une toute petite faille, mais vraiment bénévolement. Et ces deux équipes qui ont défait les 25 autres équipes en lice, c'est 108 orateurs et oratrices. Il n'en reste plus que 8 et seulement 4 pourront soulever la coupe et succéder à Dauphine Éloquence. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande finale opposant le laboratoire HEC à Révolte-toi Assas. Deux équipes qui sont drastiquement différentes, sauf quand il s'agit de préférer être à l'opposition, que nous avons eu plaisir à suivre, juger, et aujourd'hui, avec Gabriel, on va pouvoir vous les présenter. Le sujet de ce soir, c'est « Ce gouvernement ferait de l'exemplarité de la parole publique une norme opposable ». On va punir les gens qui disent n'importe quoi, en gros. Et pour commencer, qui de plus exemplaire que la première ministre d'Assas? Alors pour chaque orateur d'Assas que je vais présenter, j'ai une forme géométrique que je leur associe. Impossible de commencer par autre chose qu'un carré. Pour une personne qui est le pilier de son équipe, n'importe quelle équipe rêverait d'avoir quelqu'un comme elle pour débuter. Tous ses arguments sont du béton armé. Son équipe, elle va la propulser. Chère opposition, attention. Sa précision sera votre prison et sa rigueur fera votre terreur. Notre première oratrice de la soirée, Marion Berthelot. Eh bien, très cher laboratoire, je suis désolée, vous n'aurez pas de forme géométrique, j'en ai aucune à vous attribuer. Mais crois-moi, Gabriel, celui qui suit ne laissera aucun projet gouvernemental passer. Pôle communication à ses heures perdues, meilleur orateur à la nuit, orateur et finalement chef de l'opposition. Un cumul des mandats qui ferait même pâlir le Conseil d'État, mais lui n'a pas froid aux yeux quand il s'agit de déconstruire le gouvernement. Mesdames et messieurs, le chef de l'opposition du laboratoire HEC, Arthur Darny. Ok. Mais attention. Parce qu'après, on a Joseph. Et Joseph, attendez. J'ai un speech, j'ai une forme, laissez-moi faire. Joseph, il est complètement fou. Et c'est pour ça qu'il est parfaitement génial. J'ai aucun doute quand j'affirme que c'est l'orateur le plus original que j'ai vu sur le championnat. Dès l'introduction, il nous emmène complètement ailleurs. Et en fait, plus il parle, et plus on se rend compte que sa folie, elle est extrêmement organisée. Petit à petit, il sait où il va, et il articule un motif complexe qu'on appelle la victoire. Alors en mathématiques, on a une forme qui décrit ça, des motifs infiniment complexes, en même temps très organisés, ce sont les fractales. Mesdames et messieurs, accueillez l'homme qui était une fractale, l'incarnation du chaos organisé, Joseph Pradel. Une fractale? Une fractale, ouais. Ok, d'accord. Évidemment, donc il faut un doctorat pour comprendre ici. Mais ne vous inquiétez pas, franchement, Gabriel, pour l'orateur qui suit... Pardon, Thomas, j'ai bougé le micro. Pour l'orateur qui suit, il a une plume hors pair. Le favori d'absolument toutes les générations. Laissez-moi vous le présenter, mais vraiment avec honneur.
Mesdames et messieurs, le futur président du laboratoire HEC, mais ce soir, il nous fait le plaisir d'être le député à la commission des lois, Mel Swede Monnier. Ok. On a eu le carré. On a eu la fractale. La prochaine, c'est le triangle. Parce que peu importe le côté où vous l'abordez, il y a une pointe qui va être extrêmement incisive, extrêmement nette. Ce n'est pas des arguments qu'elle a, ce sont des épées. Elle ne fait pas du débat parlementaire, elle fait du duel. Oui, mesdames et messieurs, je parle bien d'elle. Je parle de l'oratrice qui découpe ses adversaires. Je parle de la samouraï du débat parlementaire, Garance Basquin. T'as vraiment beaucoup d'imagination, franchement, c'est impressionnant. Tu seras une très bonne relève. J'espère. Eh bien, mesdames et messieurs, on arrive au milieu du débat. J'imagine qu'à ce moment-là, désolé, mais vous devez être à peu près perdus. On vous parle d'exemplarité, etc. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, mais ne vous inquiétez pas, l'orateur qui suit a littéralement tout le fond du choc dans son discours. Finalement, la boîte de Pandore, donc restez attentifs à tout ce qu'il va dire. N'en ratez absolument aucune miette. Si vous êtes perdu entre 2-3 arguments fumeux, il sera là pour les retravailler. Fin technicien du laboratoire, aujourd'hui il troque le concours d'HEC pour le DP. Mesdames et messieurs, le député à la commission spéciale de la sauvegarde démocratique, monsieur Simon Caracio-Bezet. Ok. Mais pour finir, moi j'ai une spirale. Le dernier orateur est une spirale pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est la forme de sa magnifique moustache. On devrait avoir un point de la meilleure moustache à chaque match. Voilà, ce sera officiel l'année prochaine. Non, mais plus sérieusement, il y a une deuxième raison. C'est que la spirale, c'est une forme qui a la particularité de prendre tous les points du débat et de manière presque hypnotique de les connecter ensemble pour les amener là où ils doivent être, c'est-à-dire au centre du sujet. C'est un orateur, chère opposition, qui va vous tacler avec l'élégance de son éloquence. Il incarne particulièrement bien la particularité de son équipe, à savoir que, même s'ils ont beaucoup de fond, le plus important, c'est qu'ils savent toujours le mettre en forme. Accueillez Matteo Jacob. J'entends, mais comme on dit, le meilleur pour la fin. Presque pas besoin de le présenter puisqu'il a été plus présent au choc de la fédération que la fédération cette année. Il connaît le règlement par cœur. Si vous avez des questions, il peut répondre à toutes vos questions. Il est là pour tout prendre, digne capitaine de cette équipe. Il élabore la prise d'otage des finales de la fédération depuis 18 mois. Il est brillant et ne cesse de le prouver. Mesdames et messieurs, le dernier orateur de ce choc est pour le côté du laboratoire HEC, secrétaire général Brieux Massicard. Je vais jeter après. Eh bien, un brillant accueil. Vous êtes les bienvenus au TDO le 19 juin pour remettre ça, surtout qu'on va peut-être retrouver cette rivalité que vous allez adorer détester entre Assas et HEC. Mais bon, chaque finale a sa date. Cher jury, je vous remercie d'avoir répondu présent ce soir. Avant de vous introduire à cette finale, à cette foule en délire, laissez-moi vous rappeler que vous déciderez ce soir non seulement des champions de France de débat parlementaire, mais vous allez aussi avoir le choix entre 2 associations qui cumulent aujourd'hui le plus de titres à la fédération. 3 titres de débat parlementaire pour Assas, 3 titres de plaidoyer pour HEC. Alors, qui sortira victorieux et apportera la coupe et le 4e titre à la maison? Je vais vous dire qui va en décider en tout cas, parce que c'est pas vous. Alors,
Le premier membre du jury est journaliste à l'agence de presse Première Ligne. Au cas où, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment cache investigation, mais voilà. Il suit aujourd'hui la campagne politique pour un documentaire sur 2027. Alors, qui de mieux pour parler d'exemplarité de la parole publique aujourd'hui, finalement? Anciennement journaliste à Mediapart, dans le service politique et au service d'enquête. Mesdames et messieurs, Clément Rabu. Le deuxième membre du jury, eh bien, savez-vous que ce n'est pas la première fois qu'on a nos deux noms qui sont côte à côte, puisque dans mon activité préférée du moment, c'est-à-dire fouiller le Gmail de la Fédération, nous avons tous les deux participé à la première édition du pitch de la Fédé. Enfin, moi, vu le sujet, je n'ai pas participé, mais vous, je ne sais pas. Voilà, vous êtes jury et moi, je suis encore bénévole coprésidente à la Fédération. Et oui, notre deuxième jury est de la maison, puisque c'est un ancien de l'illustre tribune Montesquieu. Finalement, bravo, bravo. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit raccourci pour dire que vous êtes également champion de débat parlementaire? Je ne sais pas. Vous venez de l'université de Bordeaux, à laquelle vous êtes chargé d'enseignement, docteur en droit, vous êtes maintenant élève avocat. Finalement, vous aussi, le cumul des mandats fait un petit peu peur. Mesdames et messieurs, Pierre-Damien Fougou. Enfin, notre troisième membre du jury, maître, c'est une première. Je vous souhaite la bienvenue à la Fédération française de débat et d'éloquence. Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ancien premier secrétaire de la conférence du stage des avocats du Conseil. Maître, vous êtes depuis le 1er janvier 2024 président de l'Ordre des avocats du Conseil d'État et de la Cour de cassation. C'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Mesdames et messieurs, Maître Lioncan. Eh bien, merci beaucoup. C'est une fin de discours pour moi. Pour les équipes, vraiment, profitez bien et ne faites pas de hors-temps. Je vous en supplie, il n'y a pas de hors-temps. J'ai l'immense honneur de passer au moment le plus excitant de la soirée. J'ai nommé le rappel des règles. Pas tant pour les orateurs qui l'ont déjà entendu 6 fois au cours de la saison. C'est long, désolé, c'est la 7e, mais je veux dire exactement la même chose avec exactement les mêmes blagues. Public, pour vous, rappel, pour qu'on soit bien clair sur le format de l'épreuve ce soir. Un match de débat parlementaire est composé de 8 orateurs qui ont chacun un temps de discours de 5 minutes, avec une tolérance de plus ou moins 15 secondes. Donc ils ne peuvent pas faire moins de 4 minutes 45, ni plus de 5 minutes 15, ou comme j'ai l'habitude de le dire, ils peuvent, mais c'est éliminatoire, donc on évite. On procède de la manière suivante pour vous aider à vous repérer dans le temps. Au bout d'1 minute, Valentine tapera sur la table. Est-ce que je peux avoir un tape de table? Vas-y. Parfait. Merci. Donc vous savez que vous en êtes à 1 minute de discours et ce signal sonore marque également l'ouverture des questions. À partir de ce moment-là, si je suis un orateur à la tribune, à partir des 1 minute, un orateur de l'équipe adverse peut se lever pour me poser une question. Je ne suis pas tenu de prendre la question tout de suite. Je peux attendre, le faire mariner un petit peu, continuer. En revanche, je dois prendre sa question avant 4 minutes, parce qu'à 4 minutes, Valentine retapera sur la table, ce qui marque la fin des questions. Chaque orateur, chaque oratrice est tenu de prendre au moins une question pendant son temps de discours, ce qui implique que l'équipe adverse est obligée de lui poser au moins une question. Dans les 2 cas, sinon c'est faute éliminatoire. Et les orateurs et oratrices ont le droit, s'ils le désirent, de prendre plus d'une question. Pour ce qui est du décompte du temps, à partir du moment où la question commence à être posée, le chronomètre du discours s'arrête. Tout le temps de la question ne compte pas. Dès que la question s'arrête, le chronomètre est relancé. Donc tout temps de réflexion qui est pris à la tribune pour répondre à la question, lui fait partie du temps de discours. À 4 minutes, fin des questions. À 4 minutes 45, Valentine dira « Veuillez conclure ». Ce qui veut dire qu'il faut conclure. Vous avez 30 secondes pour le faire, donc de 4,45 à 5 minutes 15. Prenez le temps. La conclusion, c'est l'apogée de votre discours. Vous avez travaillé 48 heures pour nous donner ces 5 minutes, donc allez-y, profitez-en, respirez, faites une magnifique conclusion. Ne profitez pas trop, car à 5 minutes 15, Valentine dira « Veuillez vous rasseoir ». Et là, 2 possibilités. Soit Valentine finit de dire « Veuillez vous rasseoir » avant vous. Vous êtes encore en train de parler alors qu'elle a fini. Et dans ce cas, c'est faute éliminatoire. S'il y a doute, il y a hors temps. Deuxième possibilité, vous finissez de parler avant que Valentine finisse son « Veuillez vous rasseoir ». Et dans ce cas, tout va bien, il n'y a pas faute, ça joue. Les objets électroniques sont strictement interdits sur les pupitres. Donc pas de téléphone, iPad, console portative, Game Boy, tout ça. Vous les rangez.
On est en finale, donc vous n'avez plus le droit d'avoir de chronomètre non plus au pupitre, donc pas d'objet, pareil, téléphone. Le seul chronomètre qui fait foi est celui de la fédération, en l'occurrence probablement le téléphone de Valentine, j'imagine. Voilà. Et évidemment, vous avez le droit d'avoir des notes, ça c'est OK. Est-ce qu'il y a des questions de la part des équipes et ou du public? Est-ce que tout est clair sur le déroulé de ce soir? Ça a l'air très très clair, formidable. Eh bien, profitez, bon match, et dès qu'on se sera assis, on appellera la Première ministre. Ah oui, si, dernière chose. Quand vous posez vos questions, pensez bien à les poser dans le micro qui est disposé sur votre table. Sinon, la régie criera micro. C'est assez transparent. Que d'émotion. Pour ouvrir ce débat, j'appelle la première ministre du gouvernement, le carré, Marion. Voilà, et moi-même j'oublie le micro, c'est formidable. Je pose des règles que je ne respecte pas, je pourrais être un membre du gouvernement. J'appelle donc le carré, Marion Berthelot. Les institutions dépendent entièrement des sentiments que les hommes y attachent et des grandeurs dont elles sont revêtues par la pensée. Alors, lorsque les hommes n'attachent plus aucun respect à l'exemple que leur donnent les institutions républicaines, plus rien ne retiendra les fossoyeurs de la démocratie de mettre à mort nos institutions. Le débat démocratique français est vicié, trompé par la propagation d'informations mensongères relayées plus rapidement que les actualités avérées, entaché par des arguments populistes où la division et la méfiance sont le mot d'ordre, gangréné par une culture du buzz et de la scandalisation où la provocation et le clash comptent davantage que l'argumentation. La défiance grandissante à l'égard de nos responsables politiques n'est que le symptôme d'un débat démocratique malade. Les institutions, parties prenantes au débat public, concentrent la confiance d'à peine 20% de la population française. Et c'est bien pour cela que notre gouvernement souhaite ce soir faire de l'exemplarité de la parole publique une norme opposable. Notre mesure n'est pas révolutionnaire, non. La démocratie française s'inscrit dans une histoire d'exigences croissantes. Une exigence de transparence, une exigence morale, par l'interdiction du cumul des mandats, par la déclaration de patrimoine et par la répression des conflits d'intérêts. À chaque étape, l'histoire a tranché. Elle a tranché en faveur de la transparence, de la morale et de l'exemplarité. Et vous, chère opposition, souhaitez briser cet élan. Nous vous laissons cette responsabilité devant l'histoire. Une parole publique l'est du fait de la qualité de son auteur. Notre mesure s'attachera aux personnalités politiques qui portent par essence une parole publique et contribuent immanquablement au débat démocratique. Sera ainsi concernée toute expression verbale, visuelle ou écrite d'un élu, d'un membre des instances dirigeantes d'un parti, de leurs collaborateurs, d'un membre d'exécutif local ou national ou d'un candidat. Les candidats sont concernés qu'ils soient déclarés ou qu'ils conduisent simplement des actes de campagne dans un délai de 6 mois avant les élections. La parole de nos responsables politiques doit être soumise à une exigence d'exemplarité. Alors, je vous rassure, chère opposition, il ne s'agit pas de faire de chaque politique un Lamartine, non, mais bien de s'assurer que la parole politique nourrit par son exemple un débat démocratique sain. Une parole exemplaire repose sur 3 éléments. Mais d'abord, je vais prendre votre question, monsieur. En quoi y a-t-il moins d'exemplarité dans la parole publique d'aujourd'hui que dans celle d'hier ? Mais monsieur, parce qu'il y a plusieurs facteurs, à commencer par les réseaux sociaux qui propagent ces fausses informations et sur lesquels sont très actifs nos politiques. D'ailleurs, vous devriez regarder Twitter, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Également parce que les formats de TikTok et d'autres types de réseaux permettent une parole simplifiée à l'extrême qui ne permet plus une argumentation probante et constructive. Donc 3 éléments pour cette parole exemplaire dont nous parlons ce soir. Elle n'est ni faussée par des faits manifestement faux ou une présentation mensongère de ces faits, ni ternie par un vocabulaire insultant, ni viciée par une tromperie délibérée.
C'est le choix qu'a fait déjà le Pays de Galles en votant récemment l'interdiction du mensonge en politique. Ils ont montré la voie. À nous d'avoir l'audace de la suivre. Mais il ne suffit pas d'affirmer un idéal d'exemplarité. Non, encore faut-il en assurer le respect. L'exemplarité constituera ainsi une norme opposable, c'est-à-dire une règle invocable pour exiger son respect ou, à défaut, déclencher une sanction. Une commission nationale et des commissions régionales composées de magistrats et de citoyens tirés au sort sur les listes électorales disposera d'un régime de sanctions politiques et graduées. Chère Assemblée, on ne peut parler de souveraineté du peuple que si le peuple consent. Mais comment consentir quand on est trompé? Comment consentir quand on est abreuvé d'insultes plutôt que d'idées? Une démocratie où la parole publique n'est pas exemplaire n'est plus une démocratie. C'est un cirque. C'est pourquoi notre mesure vise à responsabiliser nos acteurs politiques pour assainir le débat démocratique. Nos responsables politiques détiennent un pouvoir, c'est pourquoi leur responsabilité est si grande. Mais responsabilité sans sanction n'est que pétition de principe. Notre ministre de la Justice, M. Joseph Pradel, vous démontrera ainsi comment responsabiliser nos politiques à hauteur de leur devoir d'exemplarité. La culture du buzz et la tiktokisation vont à l'encontre d'un débat politique constructif et honnête. Notre ministre du Renouveau démocratique, Mme Garance Basquin, vous démontrera que l'exemplarité est une nécessité pour mettre fin à une souveraineté populaire faussée. Certains diront que l'exemplarité de la parole publique est une utopie. Mais refuser d'en faire une norme démocratique, c'est faire de la souveraineté populaire une utopie. Ce que veut l'opposition, c'est réduire notre démocratie à une parodie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Pour vous répondre, il s'impatiente déjà, je le sens. C'est le chef de l'opposition, Monsieur Arthur Darnier. Sur le constat que vous tirez, je vous répondrai simplement « Vous avez tout à fait raison, Madame la Première ministre. Quand 7 citoyens sur 10 estiment, selon le Cevipof, que leurs élus mentent, oui, notre démocratie brûle. Mais ce soir, vous nous proposez d'éteindre cet incendie au kérosène. Car la mesure que vous défendez ne s'attaque pas à la racine du mal, elle en arrose les branches. Est-ce que les élus mentent plus qu'avant? Le 4 juin 58, De Gaulle tonne à la tribune. « Je vous ai compris. Vive l'Algérie française !» et ouvre des négociations secrètes avec le FLN. En 85, Mitterrand ordonne de couler le Rainbow Warrior, avant de nier toute implication. Loin de l'exemplarité, vous en conviendrez. Pourtant, ils ont été tous deux réélus triomphalement. Leur réélection est le symbole même de la confiance des électeurs en leurs paroles. La vraie transformation, ce n'est pas que la parole publique soit devenue moins exemplaire. Les élus n'ont pas changé, les électeurs n'ont pas changé. Mais c'est que notre époque a inventé une nouvelle arène, l'économie de l'attention. Elle obéit à une seule loi, la discorde paye. Dans cette arène, une fausseté se propage 6 fois plus vite que la vérité. Les algorithmes ne cherchent même pas la vérité. Ils cherchent le clic, l'indignation, la peur. Ils ont construit des bulles, des prisons invisibles, où chaque citoyen ne voit plus que le reflet de sa propre méfiance. Voilà l'origine du poison, Madame la Première ministre. Pas la parole de l'élu, le canal qui la déforme. Et vous nous proposez de surveiller la source pendant que ce canal déborde. Heureusement, il existe déjà une autorité chargée de lutter contre la désinformation. Elle s'appelle l'Arcom. Elle dit elle-même qu'il lui faut plus de moyens. C'est donc dans cette direction qu'il faut orienter nos efforts. Mais il y a plus grave encore. Ce gouvernement semble avoir oublié ce qu'est la parole politique dans son essence. Elle n'est pas un rapport d'experts soumis à vérification.
Elle n'est pas un arrêté préfectoral. La parole politique, c'est un acte de combat. Elle promet, elle mobilise, elle convainc. Et si la parole publique doit être comptable de quelque chose, elle est devant une seule instance, souveraine, irremplaçable, le vote du peuple. Permettre à une autorité administrative de s'emparer de ce qui appartient aux urnes, ce n'est pas renforcer la démocratie, c'est la déposséder. Ces constats seront rapportés par M. Souide-Monnier, député de la Commission des lois. Je vais prendre votre question. Monsieur le chef de l'opposition, mais quelle est la légitimité démocratique d'un représentant politique élu si c'est grâce à ces manipulations de l'opinion ? Nous estimons que les citoyens sont suffisamment intelligents et les médias là pour les aider, pour se faire un choix honnête sur si une personne ment ou ne ment pas. Car non seulement vous n'allez pas résoudre la crise de confiance, vous institutionnalisez une pratique propice aux dérives. Dans votre emportement, vous faites de votre noble idée une norme opposable. N'importe qui peut donc saisir l'autorité administrative. Et une arme utilisable est toujours une arme utilisée. Pour un chiffre esquinté, une formule mal prononcée, un député peut être pris en cible par un parti qui mobilise en masse pour saisir un magistrat. Vous faites de la justice un terrain supplémentaire de l'affrontement politique. Et demain, des autorités que personne n'a élues devront trancher des désaccords que les citoyens n'ont pas encore tranchés. Ils arbitreront des débats démocratiques, ils jugeront des convictions politiques, ils décideront, à la place du peuple, qui mérite sa confiance. C'est ce que vous démontrera le député Caracio-Beuzet de la Commission spéciale de la sauvegarde démocratique. Notre secrétaire général, M. Massicard, conclura ce débat. Mesdames et messieurs les députés, nous ne sommes pas là pour défendre le droit au mensonge. Ce droit n'existe pas, ces comportements sont déjà punis. Ce que nous défendons est plus rare, plus précieux, plus fragile. Le droit à une vérité brute, dérangeante, imparfaite, jamais polie, mais toujours libre. Car c'est ainsi que ce pays s'est construit, non par les formules lisses des cabinets bien tempérés, mais par les éclats des grandes gueules, par l'indignation des cabossés, par le courage des amochés qui ont dit l'insupportable quand il fallait le dire. Ne créez pas une république des pompiers pyromanes, ne muselez pas la parole pour la civiliser, ne judiciarisez pas pour la purifier, libérez-la, car c'est seulement une parole libre qui peut, un jour, reconquérir la confiance d'un peuple libre. Merci, monsieur le chef de l'opposition. La parole retourne au gouvernement avec son ministre de la Justice, Joseph Pradel. Quand vous achetez un paquet de céréales, l'industriel est légalement tenu de vous dire tout ce qu'il y a dedans. Calories, sucre, additifs, etc. Tout est là, vérifiable et opposable. L'étiquette nutritionnelle, c'est donc le pacte entre celui qui produit et celui qui consomme. La parole publique, chers députés, c'est l'étiquette nutritionnelle de la démocratie. C'est ce que le citoyen ingère pour décider. Et si cette étiquette peut mentir impunément, alors le consentement des citoyens devient vicié. Et on ne peut mentir éternellement au peuple. Donc en effet, les scandales type Rainbow Warrior doivent prendre fin et notre mesure tente d'y remédier. Parce que ce qu'elle promeut, c'est premièrement de permettre l'engagement de la responsabilité de ceux qui sont désignés par le vote ou qui pourraient l'être, et c'est ensuite de sanctionner les manquements pour rendre la norme effective. Les personnes concernées par notre mesure ne sont pas choisies au hasard. Pourquoi cette liste ? Eh bien parce qu'elle correspond justement à ceux dont on attend une exemplarité dans la parole publique. Une démocratie où le peuple n'est écouté que par les urnes et jamais par ses gouvernants n'en est plus une, c'est une dictature plébiscitée. En démocratie, le bulletin de vote
n'est pas un blanc-seing. Et c'est pour ça qu'un responsable politique est avant tout quelqu'un qui doit être responsable politiquement. Et je prendrai votre question. Selon votre projet, Agnès Buzyn aurait-elle dû être condamnée? Eh bien, monsieur, si jamais son comportement n'était pas exemplaire tel que nous l'avons défini, évidemment, tout le monde pourrait l'être, c'est le principe. Nous voulons sanctionner les gens qui, de toute façon, enfreignent aux normes. Une règle, en effet, sans sanction, est flasque, gazeuse. Autrement dit, rien ne peut forcer à l'appliquer. Et alors même qu'ils sont érigés dans des fonctions qui les rendent responsables, rien ne punit de façon globale les manquements à l'exemplarité dans la parole publique. Et si Agnès Buzyn était concernée, évidemment qu'elle le serait avec notre mesure. Parce que, avec celle-ci, si l'auteur de parole publique manque à son devoir d'exemplarité, prenons par exemple un député qui en insulterait un autre sur un plateau de TF1, eh bien, l'Arcom et la haute autorité à la transparence de la vie publique, donc des autorités administratives indépendantes de régulation, auront l'opportunité pour saisir les commissions. Autrement dit, ce n'est pas monsieur tout le monde qui pourra les saisir, c'est uniquement l'Arcom et la HATVP. Ces commissions seront composées de 15 personnes, avec une majorité à 9. 15 personnes, 8 citoyens tirés au sort et 7 magistrats. C'est un juste équilibre entre l'apport juridique d'une part et aussi, on ne l'oublie pas, la souveraineté populaire. Cette composition est nécessaire au vu des sanctions que ces commissions pourront prendre. À ce sujet, il y aura une gradation, un échelonnage. Au plus bas, la plus petite sanction, le blâme, avec une obligation de rectification des propos. Parce que oui, être exemplaire, c'est aussi reconnaître quand on a tort. Et pour un politicien, savoir reconnaître ses torts publiquement, c'est déjà une belle amende honorable. Deuxième niveau, c'est la privation d'exposition médiatique, qui ira de 2 semaines à 2 mois. Cette exclusion est temporaire. Nous sanctionnons ici non seulement le moyen, mais la cause du manquement à l'exemplarité. Autrement dit, nous prenons le mal à la racine. Et nous jouons sur, en fait, la corde sensible. Parce que mettez une amende à un politicien, ça ne l'affectera en rien. Mais par contre, privez-le d'une exposition médiatique, ça le condamne à n'être rien. Et alors, troisième sanction, pour les plus récalcitrants, ceux pour qui les sanctions précédentes ne font rien à l'affaire, eh bien, une révocation en bonne et due forme s'impose. Révocation, donc, des fonctions politiques. Ces sanctions sont fermes, oui, mais elles doivent l'être, parce que nous parlons ici de la sphère politique, pas d'une discussion de comptoir. Nous parlons de ceux qui disposent d'une influence, d'une autorité, d'une tribune. Et une tribune, c'est un pouvoir, conclure. Pas un jouet. Une démocratie ne meurt pas seulement quand on arrête d'y parler. Elle s'abîme aussi quand on y laisse tout dire, sans jamais rien assumer. Merci, monsieur le ministre. Nous allons à présent entendre le premier député de l'opposition. Il est député à la commission des lois, c'est Mel Souid Monique. Quelle est loin la France du vieil Hugo tonnant de son exil. Quelle est loin la France des hommes libres. Quelle est loin la France où l'on défendait la liberté sur l'autorité, la singularité sur l'uniformité, les valeurs fondamentales sur la judiciarisation. Alors le consentement des électeurs est parfois vicié, mais l'article 27 de la Constitution interdit le mandat impératif, c'est-à-dire que tout mandat impératif est nul, vous ne pouvez pas interdire à un élu d'exercer parce qu'il ne respecte pas ses promesses de campagne. Je vous rappelle quand même que la Constitution est la Grundnorm, on ne la change pas comme ça. Et puis, ensuite, rien ne peut forcer à appliquer un élu. Je vous rassure, ils ont quand même envie d'être réélus après, en général. Vous dites que ça ne les touche pas au portefeuille, mais quand ils sont réélus, si. Donc, voyez-vous, appliquer leurs mesures, ça va les toucher au portefeuille. Et puis ensuite, vous nous parlez d'une privation d'exposition médiatique.
Tu n'auras pas le droit d'aller au parc. C'est un peu comme si des parents disaient ça à ses enfants, à leurs enfants. Et voyez-vous, vous confondez beaucoup de choses. Déjà, ce n'est pas une révocation, c'est une destitution, puisque les élus sont élus, comme leur nom l'indique, et non pas nommés. Alors, votre mesure témoigne d'une incompréhension. Une incompréhension d'abord de la politique. La politique, voyez-vous, tourne parfois au choix entre le mauvais et le pire. Et Madame Buzyn, qui était ministre de la Santé, je vous l'apprends, invitait à ne pas acheter de masques car les masques étaient considérés comme totalement inutiles, elle l'avait dit. Mais l'objectif, c'était d'attendre qu'une solution soit trouvée pour fournir des masques à la France entière. Madame Buzyn n'a pas menti par plaisir. Valait-il mieux pour Madame Buzyn créer un vent de panique dans la population française en période de crise? Vous devriez le savoir. Quand on est au pouvoir, on dispose d'un arsenal d'informations. Et il faut choisir parmi ces informations, utiliser méthodiquement cet arsenal. Ensuite, vous vous situez à la mauvaise échelle, car la nature de la crise, mon Premier ministre, mon chef de l'opposition vous l'a dit, les hommes politiques ne sont pas plus malhonnêtes ni plus populistes qu'avant. Ce n'est pas avec une parole au vitriol que vous éviterez certains propos sulfureux. Les médias sont un véritable téléphone arabe et aucune norme d'exemplarité, même bien définie, n'empêchera un mensonge viral d'avoir plus d'engagement qu'une vérité nuancée. Vous êtes l'exécutif. C'est à vous d'améliorer les outils déjà en place afin de lutter contre la désinformation. Les plateformes en ligne doivent annuellement informer l'Arcom de leurs mesures en ce sens. Mais sévissez à l'aide de l'Arcom, contrôlez les algorithmes, mais ne contrôlez pas la parole publique libre. Et je prendrai votre question, Monsieur le Ministre. Monsieur le député, vous semblez très inquiet par notre mesure, mais pourriez-vous me citer un seul propos essentiel à la vie politique qui aurait été sanctionné par notre mesure? Je n'ai pas entendu, en fait. Enfin, le milieu, un seul quoi essentiel, désolé. Un seul propos essentiel à la vie politique. Propos essentiels à la vie politique, c'est-à-dire la liberté d'expression et la liberté de jugement des citoyens. Ils n'ont pas besoin que certains décident pour eux si les élus sont légitimes ou pas. C'est eux qui décident au moment de voter. Voilà. Et c'est en cela que l'esprit manichéen de votre gouvernement, oui, m'inquiète parce que, en fait, j'ai envie de renommer votre mesure, moi. J'ai envie de la renommer la direction de conscience au XXIe siècle ou la sacro-sainte et transcendantale exemplarité politique. Faussé, terni, vicié, mais qui va définir ça? En fait, vous êtes Pygmalion et vous voulez créer des Galatées de la parole publique. Mais tous les citoyens ne sont pas des Pygmalions et tous ne seront pas fascinés par des paroles sculptées, taillées ou affinées pour faire bien, voyez-vous. Parce que la parole libre et contradictoire mène, oui, parfois au clash, mais peut-être un exutoire. Elle permet ce courage de la nuance qui est le courage de dire une parole qui parfois est radicale, mais dans ses nuances permet de comprendre les différences entre chacun. Et comment faire surgir un dialogue dès lors que la parole de chacun sera aseptisée, dès lors que la parole des élus sera aseptisée? Je ne sais pas comment vous comptez faire. Quand on devra faire face à la médisance des « il ne devrait pas dire ça » ou des « il aurait plutôt dû le dire ainsi ». Car n'oubliez pas que c'est le peuple qui vote, je le redis. Et pour que les Français comprennent les élus, il revient naturellement à l'électeur de juger de l'exemplarité de la parole publique, non à des juges ou à des citoyens tirés au sort. Mais votre mépris vous conduit à n'accorder aucune confiance à l'électeur, comme s'il était devenu incapable de toute rationalité, à cause des réseaux sociaux, vous le dites, mais donc c'est plutôt au niveau des réseaux sociaux qu'il faudrait agir, et dépourvu de tout semblant d'esprit critique. Si un élu tient une parole que d'aucuns ne trouveront pas exemplaire, mais il se sacrifiera lui-même sur l'autel de l'indignité, les manifestations, les codes de popularité, les tribunes se chargeront de le mettre à l'échafaud politique, et c'est à l'Arcom de lutter contre la désinformation pour que le jugement des citoyens sur l'exemplarité de leurs élus soit éclairé et non vicié. Alors je vous le demande, ne vous transformez pas en grand Manitou de la parole publique. Vous ne devez pas contrôler les mots de nos représentants. Vous ne pouvez pas, au risque de museler leurs idées. Nous sommes là pour vous alerter. Ne faites pas cela, au risque de saper les fondements de notre État de droit et de miner la liberté de parole. Je vous le dis, avec la liberté, la République fut, et notre opposition à votre mesure montre que la République sera.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole retourne au gouvernement avec sa ministre du Renouveau démocratique, Garance Basquin. L'insulte, en réduisant autrui à une chose dégradée, est une négation de toute raison humaine et rend ainsi impossible tout dialogue, pensait Lévinas. Mais outre l'insulte, il est une indignité plus grande qui fait obstacle au dialogue et donc au débat. Le mensonge. Et malgré cela, notre débat public est gangréné par des formes d'expression de représentants politiques qui nuisent à l'exercice du pouvoir démocratique, là où leur position leur imposerait de se comporter de manière exemplaire. Tantôt des injures et altercations dignes de chiffonniers, tantôt des manipulations dignes d'escrocs, certains propos font honte à notre République. Nous vivons aujourd'hui dans une culture de la scandalisation. Et oui, monsieur le chef de l'opposition, cela est nouveau. Buzz politique, stratégie de provocation sont devenus des outils de campagne. L'outrance est devenue une stratégie rentable. Et cette situation est opposée à l'idée même d'un débat démocratique, puisque cela repose sur ce qui fait parler, donc ce qui choque, et non pas sur ce qui est nécessaire et constructif, nuancé pour l'avenir de notre pays. Monsieur le député, vous avez osé nous dire que notre mesure allait empêcher la nuance parce qu'elle allait empêcher des gens de s'injurier et de présenter des vérités simplifiées à l'extrême qui tiennent au mensonge. Et cela, selon vous, apporte de la nuance? Selon vous, un débat mesuré, argumenté, n'apporte-t-il pas plus de la nuance? La politique actuelle est marquée, vous l'avez dit, par une tiktokisation des débats. Cela est indéniable. Vous nous avez en d'autres temps, je vous aurais dit que oui, les experts sont ceux qui doivent rapporter la vérité, pas les politiques. Mais nous vivons dans une réalité cynique où personne n'écoute les experts. Ce qui circule le plus sur les réseaux sociaux, ce sont les contenus choquants, qui propagent très souvent des mensonges ou alors des insultes. C'est le principe de la loi de Brandolini, monsieur le chef de l'opposition. 3 secondes suffisent pour dire une bêtise, mais il vous faudra bien 3 heures pour démontrer que c'en est une. Les gens ont toujours dit des bêtises. C'est le principe d'une discussion de comptoir. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que c'est dit par nos politiques, que c'est accepté et que cela fait du buzz sur les réseaux sociaux. Et visiblement, vous n'avez pas compris notre opposition. C'est contre ce constat que notre gouvernement se dresse en proposant une mesure qui redonnera sa dignité au débat public grâce à 3 catégories. Mais avant de vous le réexpliquer, je vais prendre votre question. Madame le ministre, comment voulez-vous que le citoyen vous fasse confiance si vous ne lui faites même pas confiance en termes de son exemplarité afin de choisir ses dirigeants? Mais comment voulez-vous que nous n'ayons confiance dans un politique qui se comporte comme n'importe quel influenceur en racontant des bêtises? Ce sont ces personnes-là que vous acceptez de mettre à notre pouvoir? Ce sont ces personnes-là qui vous confient la gestion de notre pays? Nos critères visent à remédier à ces problèmes. Ils n'ont pas été choisis au hasard, mais ont justement été choisis pour sauvegarder le débat démocratique. Parce que quoi que vous en pensiez, on peut promettre sans mentir, on peut argumenter et convaincre sans mentir. Sinon, je me demande ce que vous faites là, chère opposition. Nous sanctionnons donc toute forme de vocabulaire insultant, notamment tous les ta gueule qui fusent à l'Assemblée nationale que je n'ai jamais entendus sous le général de Gaulle. Nous sanctionnons en outre les faits manifestement faux ou présentés de manière mensongère, qui ne sont pas des faits, qui sont des manipulations déloyales de l'opinion et non un propos destiné à convaincre, comme s'il est de rigueur en démocratie. Les fausses informations présentées comme vraies, les simplifications extrêmes et malhonnêtes des enjeux politiques qui tendent au mensonge, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et enfin, nous sanctionnons la tromperie délibérée. Non, ce n'est pas un mandat impératif. Nous ne sanctionnons pas le manque d'atteinte du résultat, nous sanctionnons le fait de promettre quelque chose qui est impossible. Tous les candidats aux municipales qui ont promis de renforcer la police nationale dans les villes, alors que celle-ci relève de la compétence du préfet et pas du maire. En démocratie, l'élection est un consentement. Et la parole des politiques constitue le contenu de ce contrat que les citoyens signent par les urnes. Ces propos que nous bannissons dans le seul but sont bannis parce qu'ils vacillent le consentement des électeurs dans le seul but, oui, de se faire réélire, donc l'intérêt des politiques. Ces paroles ne cherchent pas à convaincre mais à manipuler les Français. Ce n'est ni plus ni moins qu'un dol
politique. Nous sanctionnons le dol dans les contrats. Pourquoi ne pas protéger les électeurs par un dol politique? Visiblement, votre vision de la démocratie est celle d'un État où les politiques décident, où on leur remet un mandat sur des mensonges et puis après, ils ont le droit de mentir pour le pauvre Français qui est trop stupide pour savoir ce dont il a besoin. On a le droit d'autoriser les politiques à mentir, parce qu'après tout, ils sont plus intelligents. Veuillez conclure. Parce qu'un politique qui ment n'est pas digne de représenter la politique française. Si nous vivions dans une démocratie idéale, oui, le désaveu par les urnes pourrait exister. Mais aujourd'hui, on ne peut pas sanctionner ceux qui manipulent l'opinion par l'opinion populaire exprimée dans les urnes. Alors dites-moi, où est la démocratie quand le choix des urnes repose sur un mensonge? Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous allons à présent écouter le deuxième député de l'opposition. Il est député à la Commission spéciale de la sauvegarde démocratique. C'est dur à dire, mais je l'ai fait. C'est Simon Carrascio-Beuzet. L'aurore naît à l'horizon sur la capitale, et les membres du gouvernement, persuadés d'avoir la main verte, se lèvent tranquillement en enfilant leurs gants de jardinage, tout allègres à l'idée qui leur réjouit l'esprit, cultiver le débat et la démocratie. Pour cela, ils mettent en avant des critères, une information fausse, des insultes, des tromperies, mais voyez-vous, tout cela est déjà sanctionné par le code pénal, et si une information est fausse, et qu'elle l'est manifestement, on peut faire confiance aux citoyens pour juger de cela, notamment à l'époque des réseaux sociaux, car ceux-ci peuvent aussi servir à propager des vraies informations et débunker les fake news. Cette punition existe déjà. Et oui, mon collègue Souide Monnier vous a prouvé que votre mesure était inefficace. Mais pour ma part, je vous dis que non seulement elle n'a aucune utilité concrète, mais elle ouvre la voie à un certain nombre de dérives gravement dommageables pour notre démocratie. Soyons très clairs, nous ne vous faisons pas un procès d'intention. Mais quand bien même vous seriez animé de la volonté la plus pure, votre mesure, par sa nature même, est vouée à être détournée et distordue. Elle finira par servir des objectifs qui mettront à mal les fondements de l'état de droit. Voyez-vous, créer une institution citoyenne et magistrate à une heure, dans un temps où les citoyens ont de plus en plus peur de la technocratie, eh bien, cette institution, cette autorité sera considérée comme indépendante, comme déconnectée. Elle ne sera pas perçue comme indépendante. Je prends votre question. Monsieur, vous nous brandissez l'efficacité de la loi pénale, mais où est son efficacité quand elle ne sanctionne même pas un député qui traite son collègue de porc? Voyez-vous, lorsque de tels propos arrivent, il faut porter plainte, le temps de l'enquête se fait, et la punition est prise en fonction. Car oui, dans l'arène de la parole publique, votre mesure ne peut qu'augmenter de manière exponentielle la conflictualité du débat. Une telle procédure, telle que la vôtre, pourra faire engager à l'élu des frais de justice, son temps, elle pourra entacher sa crédibilité à une époque où les réseaux sociaux négligent parfois la présomption d'innocence, précipitent la condamnation par le tribunal populaire, car l'autorité que vous avez fondée peut aussi choisir que, en fait, il n'y a pas eu de manquement et ne pas prononcer de sanctions. Elle peut blanchir. Votre mesure est néfaste. Vous n'allez pas remédier au dysfonctionnement des institutions. Vous allez créer de nouvelles dérives. Vous n'allez pas restaurer le lien entre citoyens. Vous allez augmenter la conflictualité. Cette conflictualité pourra être arbitraire, inutile, néfaste pour le débat. Faire de l'exemplarité de la parole publique une norme opposable, ça peut même être pire. Ça peut ouvrir la porte aux dérives antidémocratiques. Encore une fois, je ne vous fais pas un procès d'intention. Vous pouvez vous rasseoir. Mais face à l'inefficacité de votre mesure que vous a exposée mon député et moi-même, une seule solution s'imposera à vos successeurs. Ils pousseront plus loin le bouchon du contrôle juridique sur la politique. Votre mesure, même si elle est louable, est vouée à être dévoyée. Voyez-vous, le juriste Carl Schmitt nous le rappelle, la juridification du politique est la négation
du politique lui-même. Et voyez-vous, quant aux citoyens, puisqu'il y a des citoyens dans l'instance que vous avez créée, s'ils sont mécontents, ils peuvent le montrer par le vote, ils peuvent le montrer par l'indignation, les manifestations, qui mènent parfois à des démissions de ministres. Dans le débat politique, qui cherche à convaincre, à persuader, à trancher, l'intrusion du pouvoir judiciaire n'est pas seulement dommageable, elle est hautement néfaste. On ne se rend pas chez l'ORL pour une douleur abdominale, alors on ne va pas ester en justice pour des paroles qui ne devraient pas relever de la justice. Songeons par exemple à Robespierre, qui n'avait que le mot vertu à la bouche, qui a censuré successivement les feuillants, les girondins, les hébertistes, les ultra-révolutionnaires, et enfin les indulgents. Mais pensons aussi, plus près de nous, à une figure bien plus inquiétante, Viktor Orban. Viktor Orban crée en 2010 la NMHH, l'Autorité nationale des médias et des communications de Hongrie. Il affirme alors vouloir plus de morale, plus de respect de l'intérêt général dans la prise de parole publique, mais c'est-à-dire de l'exemplarité. Et aujourd'hui, cet organe est un instrument politique de censure et de propagande. Aujourd'hui, la Hongrie est un régime qui méprise totalement les libertés. La nouvelle institution de contrôle que vous pouvez créer, enfin que Orban a créée, c'est le soulier dont il s'est chaussé pour fouler aux pieds les libertés démocratiques. Car oui, la mise en place d'un juge de la parole n'est jamais une bonne idée. Vous êtes de mauvais jardiniers. La mesure que vous défendez porte en germe des ravages dévastateurs. Et il peut y avoir, plus tard après vous, des chimistes mal intentionnés qui utilisent votre loi comme un glyphosate législatif pour tuer dans le bourgeon toute possibilité de débat. Nous entendons, cher gouvernement, vos intentions, nous admettons votre bonne foi, mais avec les dérives que nous voyons venir, votre mesure handicapera notre démocratie, pourra paralyser le système judiciaire, contribuer à une forme de censure de la parole populaire perçue par les citoyens. Alors ne posez pas la première pierre où d'autres viendront achever l'édifice. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour conclure la prise de parole du gouvernement, j'appelle son rapporteur, Matteo Jacob. À quoi bon? Mesdames et messieurs, je vous le demande. À quoi bon prendre la parole, prendre de votre temps, si mes promesses n'engagent que ceux qui y croient? À quoi bon être un orateur, si c'est pour être un menteur ou un arnaqueur? À quoi bon être en démocratie, si c'est pour élire le meilleur des vilipendeurs? Voilà les questions que pose réellement ce débat. Voilà ce à quoi nous devons aujourd'hui répondre. Parce que ce qui nous importe, aujourd'hui, c'est d'avoir des responsables politiques plus responsables, plus mesurés, plus crédibles. Ce que permet notre mesure, comme l'a démontré le ministre Pradel. Et ce qui, aujourd'hui, est une absolue nécessité pour garantir un débat démocratique sain. Et ça a été tout le discours de la ministre Basquin. Et ce sur quoi je voudrais revenir maintenant, parce que ça a été mal compris par l'opposition, et parce que c'est fondamental dans notre mesure, c'est qu'elle se propose d'institutionnaliser la vertu politique. Et tout ça est extrêmement important aujourd'hui parce qu'il n'est de représentants légitimes que ceux qui ont un lien avec le représenté. Ce lien fut-il seulement un lien de confiance? Mais aujourd'hui, tous les liens sont rompus, à cause des mots que nous combattons et des mots qu'ils défendent. Assez maladroitement d'ailleurs, car on a un chef de l'opposition qui arrive, et pour mon plus grand plaisir, qui nous interprète Louis de Funès, qui arrive et qui nous dit qu'il aime bien qu'on lui mente, le peuple, il aime bien, parce que la politique est un combat, c'est très bien comme ça. Après l'avoir entendu 5 minutes, j'ai effectivement compris pourquoi est-ce qu'il nous disait ça. Il est très bon pour enrober la vérité. Parce que oui, les politiques ont toujours menti. Et oui, les électeurs ont toujours voté pour eux. Mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. La démocratie, messieurs, la démocratie est un régime de concurrence pour le vote des électeurs. Et comme dans toute concurrence, elle ne fonctionne que si elle est libre et non faussée. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais aujourd'hui, il nous faut agir sur l'offre pour réguler le marché. Et l'offre est politique, pas citoyenne. Donc nous agissions sur les politiques. Et donc c'est qu'elle que nous devons prendre la réalité et agir. Et avant de revenir sur votre conception étrange de la citoyenneté, monsieur, je vous écoute. Viktor Orban est-il un exemple à suivre? Non,
C'est pour ça que nous ne le suivons pas, au contraire, nous reprenons une loi du Pays de Galles, qui, elle, du reste, est une démocratie bien plus respectable que celle de Viktor Orban. Nous n'arrivons pas du tout en dictature, je vous rassure. Parce que, finalement, ce qui nous importe, c'est de faire confiance à notre peuple, contrairement à ce qu'ils nous disent. Et là, on nous dit qu'il ne faut pas infantiliser les citoyens, mais en même temps, on nous dit qu'Agnès Buzyn a bien fait de mentir aux citoyens, parce qu'ils ne peuvent pas savoir ce qui est bon pour eux. Après, on nous dit qu'il faut absolument pas contrôler la parole, mais qu'il faut la faire contrôler par l'Arcom. Par contre, c'est bien mieux de la faire contrôler par l'Arcom que par une assemblée citoyenne, populaire et magistrate. Bon, chère opposition, manifestement, ce n'est pas l'honnêteté, ce n'est pas la cohérence qui vous étouffe, ce qui est un problème en la matière, parce que nous parlons d'exemplarité, et que l'exemplarité d'un homme politique, d'un responsable politique, c'est justement la cohérence. La cohérence entre son discours et les faits, entre ses paroles et ses actes. Et oui, nous y tenons. Parce que, quand vous nous parlez, vous, à vrai dire, quelle cohérence y a-t-il à dire qu'une assemblée populaire va renforcer la technocratie? Quelle cohérence à dire que le pénal punit aujourd'hui mieux que ce que nous allons mettre en place? Alors que, en vous posant la question, nous citons précisément un exemple, pour ne pas les citer, c'était David Guiraud et Meyer Habib, qui n'ont pas été condamnés, qui ont été relaxés. Et donc, on voit bien aujourd'hui manifestement qu'il y a un problème d'inadéquation entre les sanctions et les problèmes rencontrés dans la vie politique. Et c'est à ça que nous répondons. Et alors, finalement, pour revenir sur la question épineuse de Viktor Orban, vous fustigez une judiciarisation de la démocratie. Mais on ne judiciarise pas. On permet un contrôle politique renforcé. On contrôle un contrôle politique précisément grâce aux sanctions que nous instaurons, qui ne sont pas des sanctions pénales. Ce sont des sanctions politiques. Une excuse publique, monsieur. Ça n'a jamais fait de mal à la démocratie que les responsables politiques doivent assumer leurs actes. Jamais, au grand jamais, un responsable politique qui a assumé ses actes s'est trouvé en défaut vis-à-vis de ce qu'est la démocratie. Alors qu'à l'inverse, ce que nous connaissons aujourd'hui, effectivement, depuis 1958 peut-être, que nous avons des politiques qui nous mentent. Mais tel n'a pas toujours été le cas. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est mettre fin à une exception terrible qui touche nos gouvernants, qui sont traités différemment des citoyens lambda. Parce que quand un médecin prescrit, il en répond. Quand un ingénieur construit, il en répond. Alors pourquoi, lorsqu'un politicien parle, il ne devrait pas en répondre lui aussi? Voilà tout ce que nous réclamons. Nous réclamons de mettre fin à cette exception propre aux gouvernants. Et, veuillez conclure. Chère Assemblée, tout ce qui nous a occupé ce soir, finalement, c'est la défense de la démocratie. Alors, en bon démocrate, je vous poserai finalement une question. Cette opposition nous a accusés de trop exiger de nos dirigeants. Nous répondons qu'ils n'en attendent pas assez. Ce soir, il vous appartient de choisir entre leur lâcheté politique et notre exigence démocratique. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Il est à présent temps de passer déjà, c'est triste, au dernier discours de la soirée. Le secrétaire général de l'opposition est Brieux Massicard. La démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Tout ce qui affecte ce lien direct affaiblit sa solidité. Ces institutions, tout aussi louables soient-elles, ne sauraient se soustraire à leur mission première, se mettre au service du citoyen pour lui permettre de faire entendre sa voix dans toute sa singularité, dans toute son authenticité. Cher gouvernement, nous ne sommes pas sourds à vos nobles intentions. Vous voulez que les Français puissent faire confiance à ceux qui les gouvernent, et nous sommes évidemment totalement d'accord. Mais l'enfer aussi est pavé de bonnes intentions. C'est précisément le danger de votre projet de loi, toute la bienveillance qui l'accompagne, et qui dissimule un mécanisme sournois et insidieux, qui se drape des beaux habits de la vertu démocratique pour mieux vider de sa substance le débat qu'il prétend assainir. Alors, Madame la Première ministre, nous nous sommes mis d'accord sur un constat de fait. Nous n'avons plus la confiance de nos citoyens. Que ce soit 70 ou 80% d'entre eux qui pensent que nous mentons, en effet, il y a un problème
Il faut restaurer cette confiance. Mais voyez-vous, moi j'ai du mal à croire qu'on puisse restaurer la confiance en ne donnant pas une parole libre et éclairée. Parce qu'une parole qui est encadrée précisément, elle n'inspire jamais la confiance. Elle n'inspire que le soupçon. Le soupçon que derrière des déclarations de façade se cache le fond de la pensée que l'on ne se dit plus. La confiance naît de la liberté qu'a l'élu de décevoir, certes, mais surtout la liberté qu'a le citoyen de lui en tenir rigueur ou non, au regard des circonstances. Mais, voyez, j'ai compris d'où venait le problème. Parce que vous méprisez nos concitoyens, parce que vous ne considérez pas les Français, vous les jugez incapables de délier le vrai du faux, alors que vous nous parlez précisément de mensonges grossiers, d'erreurs manifestes, de manipulations délibérées. Enfin, ne les infantilisez pas à ce point. Vous voulez regagner la confiance de nos concitoyens, tout en leur faisant comprendre que vous ne leur faites pas vraiment confiance pour déterminer qui est exemplaire ou qui ne l'est pas. Mais votre hypocrisie est saisissante. La confiance ne peut pas aller que dans un sens. Et nous arrivons donc à l'éléphant dans la pièce, les réseaux sociaux. Et alors là, je dois vous dire, je suis particulièrement surpris. Parce qu'encore une fois, nous avons identifié une cause commune du problème. Ce n'est pas la parole politique en tant que telle, c'est la manière dont elle est véhiculée, c'est le filtre précisément qui atténue cette démocratie directe. Et donc vous, plutôt que de traiter ce filtre, vous préférez vous attaquer à la parole qui, encore une fois, on vous a prouvé que ce n'était pas le problème, puisque des paroles que vous jugez non exemplaires avaient déjà lieu et étaient déjà tenues avant la crise de confiance que vous suggérez. Donc vous identifiez le bon problème et vous refusez de le traiter. Félicitations, vous faites une mesure qui va dans le vide. Et en le traitant mal, et il est là le véritable problème, vous saccagez notre démocratie. Donc vous créez une commission qui peut être saisie par une autorité administrative indépendante dont les membres sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. C'est donc le pouvoir politique qui contrôle l'exactitude et la véracité des propos tenus par les politiques. Beau gage de confiance une nouvelle fois. Et sur ce, je prendrai votre question. Buzz politique sur les réseaux sociaux, comment préserver un débat démocratique si ce n'est par la sanction et la fermeté ? En faisant confiance aux citoyens pour reconnaître précisément les mensonges délibérés qui lui sont glissés sous les yeux. Ce n'est pas en l'infantilisant, en lui disant « je sais mieux que toi, tu peux me faire confiance ». C'est aux citoyens que vous devez cette confiance-là. Et vous avez pris l'exemple du Pays de Galles, mais en effet, vous auriez mieux fait de vous comparer à la Hongrie. Vous créez un organe précisément antidémocratique sur le même fondement que l'autorité créée par Viktor Orban en 2010, c'est-à-dire moraliser le débat public et remettre de l'intérêt général dedans. Sauf qu'aujourd'hui, c'est précisément un organe de censure et de propagande. Vous êtes sur la voie de l'illibéralité, comme nos voisins de l'Est. Enfin, il y a un énorme problème dans ce que vous nous avez dit, c'est que vous souhaitez institutionnaliser la vertu politique. Vous voulez que la vérité politique, et notamment celle des candidats, puisque vous en avez parlé, qui est nécessairement construite, fabriquée pour convaincre, soit contrôlée, et vous avez bien précisé, des raisonnements qui seraient délibérément fallacieux et mensongers, soit contrôlés. Mais encore une fois, si un organe nommé par des politiques contrôle la véracité des raisonnements des candidats aux élections politiques, le biais est évident, vous ne pouvez pas restaurer la confiance des Français comme ça. Le propre de la parole politique, c'est aussi précisément de savoir quand il faut parfois dissimuler des informations qui sont confidentielles et pas données au public. L'exemple d'Agnès Buzyn en est le parfait exemple. Si Agnès Buzyn avait dit la vérité sur la situation des masques en France, nous aurions eu une situation de chaos profondément ingérable. Alors, chère Assemblée, je vous le dis haut et fort, la démocratie n'a jamais été le régime de la parole surveillée. Elle a toujours été celle de la parole libre, celle du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et en démocratie, on ne neutralise pas le débat public, on le nourrit. En démocratie, on ne fabrique pas la confiance, on la mérite. En démocratie, on ne décrète pas l'exemplarité, on la démontre. Et croyez-le ou non, mais jusqu'à preuve du contraire, en France, nous sommes encore en démocratie. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau bien fort.
Eh bien, le jury va se retirer pour délibérer dehors parce qu'il fait trop chaud ici. Et on se retrouve dans pas si longtemps. Merci beaucoup. Ces résultats. Je laisse la parole aux jurés qui vont vous faire des petits retours sur leur ressenti concernant le match. Non, très très court, merci, bravo à tout le monde, bravo à toutes et à tous, c'était vraiment super. La qualité vraiment exceptionnelle et on s'est vraiment régalé dans ces 30 minutes, ça passe très vite en fait, ça passe très très vite et franchement mention spéciale sur cette interaction en fait. Le fait que vous vous tournez, vous prenez la question, vous répondez, c'est franchement très impressionnant. J'ai quelques occasions, enfin plusieurs fois, même beaucoup de fois, je suis beaucoup à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a beaucoup de députés qui seraient jaloux de vous. Bravo. Tout a été dit par mon camarade, mais je voulais vous dire bravo. J'étais impressionné par les prestations du gouvernement, de l'opposition. Je me dis qu'on gagnerait peut-être à voir certaines personnalités politiques remplacées par les jeunes pousses que vous êtes. Enfin, pardonnez, c'est un vieux représentant d'un vieux pays, hein, vous connaissez l'expression. Donc j'ai pris énormément de plaisir. Dans ma carrière, dans ma vie, j'ai assisté à beaucoup de discours, beaucoup de prises de parole. Je trouve que vous m'avez impressionné par votre aptitude à avoir de la répartie lorsqu'on vous pose une question, lorsqu'on vous interrompt. Et je sais d'expérience pour participer à certaines audiences combien c'est difficile d'avoir ce rebond, spécialement quand on ne sait pas quoi répondre. Donc j'ai été particulièrement sensible à ces prestations-là. Je ne dirai pas lesquelles, mais bravo en tout cas et merci infiniment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, je ne vais pas répéter, mais déjà, j'aimerais qu'on remercie également la FFDE pour l'organisation. Est-ce qu'on peut les applaudir ? Je ne vais pas réitérer tout ce qui a été dit, ils ont été véritablement exceptionnels. Ils méritent encore des applaudissements, vraiment, encore, eux tous. Ils méritent tous des applaudissements. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Alors, bien sûr, comme vous le savez, si vous voulez des retours beaucoup plus précis, vous pouvez venir après, il n'y aura aucun souci. Maintenant, moi, personnellement, il y a des choses qui m'ont fait particulièrement rire. Et ce qui, en tout cas, rire positivement. Parce que vous avez été tous et toutes excellents. Excellents, excellentes. Maintenant, je vais juste commencer avec Marion. Marion, quand elle est venue, elle a posé le débat. Et à la fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a été particulièrement fière de sa prestation. Quand elle a fini, elle s'est dit, allez, j'ai fait un bon boulot. C'était exceptionnel, vraiment exceptionnel. Bravo Marion, bravo. Arthur, qui est Arthur ? Arthur, tu es un fin dragueur. Arthur, non mais c'est bien, clair, bonne diction, et de toute manière, sur le fond, je n'ai rien à redire. Sur le fond, vous avez tous été excellents. Maintenant, moi, sur la forme, c'est ça que je remarque, et c'est ça aussi la prise de parole, l'éloquence, l'art oratoire, c'est que vous avez des particularités, une authenticité propre que vous avez réussi à mettre en avant. Un fin dragueur, voilà, c'est ce que j'ai relevé. Nous, Joseph Pradel, c'est toi, n'est-ce pas ? Oh là là. Alors, Joseph, tu es bipolaire. Non, mais je le dis parce que Joseph, il peut passer alors, on va vous parler au gouvernement. Joseph, c'est quelqu'un qui... J'ai essayé de te suivre dans ton authenticité et j'ai vu que tu as une folie très intéressante. Mais véritablement, garde ça. Tu as cette chose qui captive et on se dit toujours, mais où est-ce que tu nous emmènes ? Et on se tient à tes lèvres. Pas de manière romantique, mais on se tient à tes lèvres. Et continue comme ça. Encore bravo à toi, Joseph. Mail, tu es condescendant. Et non mais je le dis, ça n'enlève en rien la pertinence de ton propos, mais quand Mail parle, il fait, alors, membre du gouvernement, vous avez dit ceci, c'est une condescendance exceptionnelle, mais vraiment, en plus tu es grand, et lui et moi, on t'envie pour ça, mais c'est bien, non mais... Alors, Garance,
qui t'a fait du mal? Non, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous on était juste là, mais je ne sais pas si vous avez remarqué également, quand Garance est venue, elle a pris 5 secondes en lançant un regard noir. C'est-à-dire, quelqu'un l'a traumatisé. Je ne sais pas qui t'a fait du mal, mais on peut ouvrir une cagnotte litchi pour toi, tu peux juste le dire. Mais bravo également pour tout ce que tu as eu à faire. Mais aussi sur Garance, et ça c'est ce que j'ai remarqué, elle a dit « Je n'ai jamais entendu ceci sous le général de Gaulle ». Donc, merci d'indiquer ton âge. Ensuite, nous avons Simon. Oh, Simon, ça se voit qu'il aime bien s'habiller. Quand Simon est venu, il a fait 5 secondes pour « Est-ce que je suis stylé aujourd'hui ?» avant de commencer à parler. Simon, c'est bien. Simon, c'est bien parce que c'est structuré également tout ce que tu as eu à dire. Mais on voit vraiment quelqu'un qui, même lorsque le gouvernement essaie de le déstabiliser, se dit « Non, je tiens la barre et je vais jusqu'au bout. » Bravo à toi, Simon. Mathéo. Oh, Mathéo. J'aime pas ta moustache. Mais, non, mais c'est personnel. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas belle. Elle est belle, c'est juste que je ne la vois pas sur moi, donc je ne l'aime pas. Mais Mathéo, très bien. C'est-à-dire, quand tu es arrivé, tu as dit, mais je suis le père Castor. Je raconte une histoire et vous avez intérêt, bon sang de merde, à m'écouter. Il vient, il se pose, il s'implante et tout le monde l'écoute. Très bien, très fort, très bonne capacité à captiver. Bravo à toi, Mathéo. Brieux, pourquoi tu cries sur nous? Non, mais il a des choses à dire. Et déjà, tu es grand, donc on t'écoute déjà, Brieux. Et il crie, ouais, le gouvernement. J'ai cru voir le gouvernement véritablement. Mais en tout cas, c'est bien la manière dont, à la fin, un peu exactement comme Mathéo, vous deux, vous avez réussi à solidifier l'argumentaire de votre équipe. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais sincèrement, j'aimerais que tout le public puisse véritablement voir la pertinence de leurs propos. Ils ont juste eu 48 heures de préparation. 48 heures de préparation. Ils ont été tellement pertinents. Et particulièrement, comme Maître l'a déjà dit, particulièrement dans leur capacité d'avoir une bonne répartie. Rien que pour ça. Rien que pour la brillance de leurs propos, l'excellence, la posture, tout ce qu'ils ont réussi à faire. Franchement, je suis époustouflé. Bravo à tous. Voilà pour les retours rapides. Si vous voulez les retours détaillés, n'hésitez pas à les demander, on se demande ce que c'est. Valentine, je te laisse la tâche d'annoncer le titre de meilleur orateur et de lui mettre sa petite récompense. Alors, on va faire aucun suspense, parce que j'ai pas envie. Eh bien, mesdames et messieurs, le titre de meilleur orateur pour le championnat de débat parlementaire cette année est décerné à l'homme le plus présidentiel de cette assemblée. Mesdames et messieurs, Mel Sweet Monnier. Merci beaucoup. Alors, je vais aussi être bref parce que je pense que tout le monde a envie de savoir les résultats finaux, mais je suis très heureux et très heureux d'être président du Lab et de le représenter ce soir. Il ne me reste plus qu'une seule chose à dire, j'imagine que vous savez ce que c'est. Je vais devoir annoncer les résultats d'équipe, petit roulement de tambour. Ce soir, le jury a tranché. Ce soir, le jury donne la victoire d'équipe au gouvernement. Avant de les laisser soulever la coupe qui est factuellement un enfer à transporter, vous avez gagné un fardeau. J'aimerais quand même qu'on souligne la performance de l'équipe exceptionnelle qui est celle du Lab, s'il vous plaît.
RVTA, je vous laisse venir soulever la coupe. Marion? Moi? Ah bah super. Bah notre chef, hein? On voit la générosité de mon équipe qui a dit Marion dès qu'il fallait dire un mot. mais je vais être bref. Merci beaucoup à HEC de nous avoir offert cette belle finale, parce qu'il faut le dire, on est content de l'avoir fait face à vous. Merci à RVTA qui nous a soutenus tout du long. Merci pour la préparation. Merci à la Fédé qui nous a accompagnés tout du long aussi. On a l'habitude de vous voir sur nos chocs. Maintenant, vous allez nous manquer. Et merci encore au jury de nous avoir jugés ce soir. C'était un honneur d'être jugé par vous. Et donc... Et merci à nos coachs. Oui. Aussi. Oui. Attends, je pourrais dire un mot aussi. Bien sûr. Et donc, pour conclure pour moi, parce que maintenant ils veulent tous parler, on est super heureux. En fait, je peux même pas l'exprimer parce que c'était un gros rêve qu'on a porté pendant des mois. Donc, merci beaucoup d'avoir rendu ça possible. Moi, je vais juste rejoindre Marion sur le fait que c'est pas pendant des mois qu'on a porté ce rêve, c'est que ça fait moi des années que je vois des équipes d'RVTA qui vont en championnat et je m'étais dit, un jour moi aussi je veux le faire ça. Et sincèrement, à José, je voulais dire que c'est sincèrement un honneur de vous avoir affronté en finale parce que vous êtes franchement une super équipe et ce débat était... Franchement, c'était un plaisir de débattre contre vous, vraiment. Les discours les moins longs sont les plus courts, donc je n'aurai qu'un mot. Merci beaucoup. Très bien, eh bien merci beaucoup, c'est fini pour cette finale. On se retrouve le 19 juin à HEC pour le TDO. Merci beaucoup.